La halacha. C'est quoi la halacha? La halacha, c'est la loi juive ancestrale, la loi juive religieuse. Ça veut dire la façon dont on marche. Ça vient de halach, marcher. La façon dont on fonctionne. La halacha, dans le judaïsme, elle est basée essentiellement sur le Talmud, notamment le Talmud de Babylone. C'est les débats talmudiques qui sont le fondement de la halacha. Alors dans le Talmud, on trouve des halachot qui sont tranchées clairement. Le Talmud dit une chose qui n'est pas forcément discutée. Et puis, très souvent, c'est le côté évidemment le plus croustillant du Talmud, il débat des questions qui ont été soulevées. Et il y a plusieurs opinions qui s'expriment, quelquefois très contradictoires. C'est évidemment tout cet aspect-là qui est le plus intéressant à étudier. La halacha a été tranchée par des décisionnaires plus tardifs, des décisionnaires médiévaux, qui ont dit, voilà, on suit telle opinion. Et ça s'est imposé dans le monde juif, c'est comme ça. Et alors du coup, on a écrit des grands codes de loi dans le Moyen-Âge. Alors le premier, c'est le Mishneh Torah de Maïmonide, donc au XIIe siècle. Et puis, le plus connu, c'est le Shulchan Aruch, qui est écrit, lui, au XVIe siècle, par Yosef Karo. Alors, ça ne veut pas dire que ces codes ont mis fin au débat halachique, parce qu'en fait, ces codes sont accompagnés de tout un tas de gloses de rabbins plus tardifs qui discutent de la validité ou pas de telle ou telle position. Mais, grosso modo, le Shulchan Aruch reste la référence, non pas obligatoire, mais enfin la référence principale de toutes ces questions de halacha. Ça ne veut pas dire que le Shulchan Aruch n'est pas discutable, il peut l'être évidemment, mais il fait quand même autorité. Ensuite, des rabbins ont continué à écrire des textes de halacha, c'est-à-dire en général ce qu'on appelle des teshuvot, c'est-à-dire des espèces d'arrêts, comme une cour écrit un arrêt, ou un raisonnement que tient un rabbin, pour montrer que dans tel cas précis, c'est telle décision ou telle conduite qu'il faut prendre ou adopter. Le mouvement massorti, comme le mouvement orthodoxe, écrit des décisions de ce genre. Il en écrit beaucoup. La littérature des teshuvot, donc de ces réponses halachiques, elle est très abondante. Maintenant, les problèmes ne s'opposent pas toujours de la même façon. Alors, le mouvement massorti va faire les choses un peu différemment, je vais l'expliquer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la modernité amène des changements, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais on amène aussi des questions nouvelles du point de vue de la halacha. Par exemple, des questions techniques. L'invention, par exemple, de l'électricité pose des questions par rapport à Shabbat. Les progrès scientifiques dans tel ou tel domaine posent des questions nouvelles. Alors, notamment en matière d'éthique médicale, des techniques posent des éthiques d'opération, de greffe d'organes, de procréation, posent des questions. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et ça, tout le monde, tous les rabbins de tous les courants sont obligés de se confronter à ces problèmes. Mais il y a aussi des questions sociologiques nouvelles qui existent, qui n'existaient pas avant. Les juifs maintenant ne vivent plus en vase clos, ils ne vivent plus autour de la synagogue, ils sont répartis dans des quartiers, quelquefois sur des longues distances, qui posent des problèmes pour le Shabbat. Ils se mélangent, il y a des mariages mixtes, les juifs sont intégrés à la société, donc ça pose des quantités de petits problèmes, et là aussi il faut trouver des réponses. Et puis, il y a aussi des aspects scientifiques, pas seulement de technique, scientifique au sens de découverte. C'est évident que la vision que nous avons du monde, ou de l'être humain, ou des différentes connaissances, n'est plus la même que celle d'avant. Et ça peut aussi avoir une influence, éventuellement, sur la halacha, ou en tout cas nous faire poser des questions nouvelles, ou voir des questions anciennes sous un angle nouveau. La problématique, du coup, va être éventuellement
la contextualisation de ce discours halachique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que quand un rabbin, une très grande autorité, a écrit un texte qui fait autorité. On a cité Maïmonide, prenons Maïmonide. Mais on peut prendre aussi le Shulchan Aruch Yosef Karo. Est-ce qu'on accepte de contextualiser ou pas ce texte? Dans le mouvement Massorti, contrairement au mouvement orthodoxe, on accepte. C'est-à-dire qu'il y a certains textes de Maïmonide qui, avec tout le respect et le génie de Maïmonide, eh bien ça sent son XIIe siècle et la mentalité de quelqu'un qui vit au sein de musulmans. Il est par exemple pour la polygamie, il pense qu'on peut frapper sa femme, des choses comme ça. C'est contextualisable. Où on sent qu'il cherche à faire avancer certaines de ses idées. Il faut en tenir compte. Donc c'est pas parce que Maïmonide l'a dit que c'est forcément juste, ou que c'est la voie à suivre. C'est peut-être juste pour lui au XIIe siècle, mais c'est plus juste pour nous. Donc cette contextualisation de la halakha est très importante, et on peut le faire même avec le Talmud. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça a été écrit dans un certain contexte, avec une certaine entité ou certaines connaissances. Alors le mouvement orthodoxe, lui, il aura beaucoup de réticence à faire cette contextualisation. Nous, on n'a aucun problème à le faire. Ça, c'est clair, c'est une grosse différence. Et c'est une des différences majeures, mais c'est aussi la prise en compte de la science. Par exemple, je vais prendre un exemple, a-t-on le droit de fumer? Est-ce qu'un juif a le droit de fumer des cigarettes? Eh bien, dans le monde orthodoxe, grande réticence à interdire la cigarette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plein d'autorités rabbiniques, de rabbins célèbres, importants, qui fument, sont des grands fumeurs. Donc du coup, il est difficile de l'interdire. Dans le mouvement Massorti, ce sera beaucoup plus facile. Le raisonnement va être complètement différent. On n'a rien à faire que telle ou telle autorité rabbinique soit un grand fumeur. Ce n'est pas un exemple. On va aller se référer à des études médicales et on va dire, non, c'est évident que c'est mauvais pour la santé. Dans le judaïsme, on n'a pas le droit de nuire à sa santé, donc c'est interdit. Et on l'a fait bien avant certains rabbins orthodoxes de l'interdire. Et maintenant, on n'est pas forcément écouté, hein, mais au moins on aura fait ce pas de l'interdire. Et on ne va pas hésiter parce que Rabbi Untel est un grand fumeur et j'oserais, si je l'interdis, je sous-entends que Rabbi Untel transgresse la loi. On n'a pas les mêmes freins. Et donc dans les tchouvot Massorti, on va avoir une littérature de tchouvot, donc de responsa rabbinique, c'est-à-dire de sourd, hein, comme un arrêt, comme une espèce de rédaction sur un sujet donné. Il y en a tout comme dans l'orthodoxie, mais elles ne sont pas tout à fait pareilles sur certains points. Ça dépend desquelles. Et parce qu'on va introduire, nous, beaucoup plus facilement, d'abord un raisonnement beaucoup plus logique. On ne va pas être seulement à dire tel rabbin a dit tel verset, donc je vais forcément tenir compte du même verset, etc. On a un rapport un peu différent. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il faudrait vraiment connaître bien cette littérature pour comprendre la nuance. Mais il y a une nuance de style, ça c'est clair. Et puis on va tenir compte éventuellement, dans certains cas, pas systématiquement. J'ai cité le code de la cigarette, très facilement des découvertes scientifiques. Mais par exemple, il y a une tchouva sur la mechitza, c'est-à-dire la séparation entre hommes et femmes à la synagogue. Eh bien, on va aller s'intéresser aux découvertes archéologiques. Est-ce que les synagogues avaient des mechitzot dans l'Antiquité ou pas? Or, l'archéologie montre que non. Et donc, on va tenir compte de cela pour dire qu'il y a pas forcément d'obligation à garder cette mechitza, puisqu'il n'y a pas de précédent historique, et d'ailleurs, c'est jamais marqué dans les grands codes de loi juive qu'il faut mettre un rideau pour séparer les hommes et les femmes. Mais vous voyez, on va apporter cet argument. Et d'autres cas similaires. On va aussi tenir compte de la sociologie, j'ai parlé de sociologie, de dire que si on met trop de barrières aux gens, eh bien, ils vont plus pouvoir respecter ou ne plus vouloir respecter. Par exemple, on aura tendance à chercher à faciliter la vie des gens. Par exemple, si je prends un exemple à cache-route, on va essayer d'expliquer aux gens comment manger cachère dans un univers pas cachère. C'est-à-dire comment essayer de se débrouiller dans un restaurant végétarien, etc. Ou de prendre un plat de poisson. On va trouver le moyen d'expliquer aux gens comment faire, ce qu'un orthodoxe ne dira pas ouvertement. Même s'il le fait, ou il le dira entre quatre yeux, mais il ne l'écrira pas noir sur blanc. Nous, on n'aura pas peur de faire ça, parce qu'on cherche à montrer aux gens qu'ils peuvent arriver à continuer à respecter la loi juive dans les circonstances modernes où ils vivent.
Les tchouvot du mouvement Massorti portent sur toutes sortes de sujets. Alors il y a des sujets sur lesquels on sera plus connu, parce que comme la place de la femme, on a écrit une littérature assez remarquable et très abondante sur cette question. Mais ça peut être aussi si les tzitzit doivent être faits comme ci ou comme ça, si la façon dont on peut envisager la cache-route de façon plus moderne par rapport à des questions sur l'abattage rituel ou pas. Quelle est la marge de discussion? Faut-il faire tel ou tel acte au moment de la circoncision? Je pense notamment à la metzitza, qu'on interdira. C'est le fait de sucer avec la bouche. Etc. Il y a toutes sortes de questions qui seront abordées, qui ne sont pas forcément des questions de place de la femme ou autre. Et le mouvement Massorti souvent travaille par commission, mais pas forcément. C'est-à-dire que il y a un rabbin peut répondre à la question de façon individuelle, mettre ça sur son site, et puis on va s'intéresser aux réponses de ce rabbin qu'on trouve pertinentes, et puis peu à peu ça peut faire autorité. Et puis le mouvement Massorti a quand même une commission de la loi, c'est-à-dire c'est un groupe de rabbins qui planche sur une question, travaille pendant quelquefois plusieurs mois dessus, et puis passe au vote, et la réponse est adoptée ou pas, mais elle ne fait pas forcément d'ailleurs absolument autorité. Il y a quelquefois des avis minoritaires qui sont cités, c'est un peu comme dans le Talmud, et un rabbin individuel ou des individus peuvent choisir de suivre telle ou telle autorité au sein de cette commission. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais la loi juive est par définition compliquée. Et la pensée est par définition compliquée. Ensuite, si on fait un peu réfléchir à la structure, c'est intéressant de comparer, mais je fais ça encore une fois très rapidement, entre une tchouva orthodoxe, une tchouva massorti, une tchouva libérale. Parce qu'il y a des tchouvotes libérales, ça existe. La tchouva orthodoxe, eh bien, en général, ça dépend des poskim, des décisionnaires, mais elle est souvent dans un raisonnement textuel assez compliqué, qui est, pour la personne non avertie, c'est un peu du charabia. Là, c'est pas toujours, il y en a qui sont très clairs, mais quelquefois c'est difficile à suivre, même pour quelqu'un qui a un bagage juif relativement solide. La tchouva massorti, ce sera normalement toujours très clair, structuré, avec une introduction, une conclusion. L'état d'esprit, on voit, est beaucoup plus universitaire, même si les arguments finalement reviennent un petit peu au même. Mais on ira droit au but. Il y aura moins de casuistique, si vous voulez. Mais toujours, la référence dans la tchouva massorti sera toujours une référence classique. Ça sera très proche de ce point de vue-là d'une tchouva orthodoxe. La tchouva libérale, et ça, il en existe, alors c'est très curieux, c'est que la tchouva libérale, elle peut tenir compte de l'histoire de la halacha, apporter des quantités de sources, mais au bout du compte, le rabbin ou la commission tranche comme ils l'entendent, comme ils pensent que c'est le mieux de faire pour la communauté libérale dans sa situation d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que contredire des siècles de décision n'est pas un problème pour eux. Alors que pour nous, les massortis, ce serait un gros problème. On ne remettrait jamais ça en cause. Donc le mouvement libéral, lui, a une souplesse immense. Il peut vraiment changer de direction, prendre un virage à 90 degrés sans aucun problème. C'est pas le cas du mouvement massorti qui a une certaine souplesse, mais cette souplesse, elle est limitée. Ensuite, je voudrais conclure cette petite vidéo en disant, mais pourquoi s'attacher tellement à la halakha? Alors, pareil, on pourrait développer ce sujet, mais je crois que, personnellement, c'est quelque chose de fondamental pour le judaïsme. Je pense qu'un juif, même s'il respecte peu la halakha dans sa vie courante, doit garder en conscience que cette loi juive, c'est la référence. C'est comme ça qu'on devrait essayer de se conduire. Et puis essayer de faire son maximum pour essayer de le faire. Pourquoi? Parce que ce travail sur une forme de discipline intérieure, et pas seulement intérieure, une discipline aussi de mode de vie dans la vie quotidienne, eh bien, c'est un des points, c'est pas le seul, mais c'est quand même un des points essentiels de la vie juive. C'est la façon dont j'agis. C'est avoir réfléchi à mes gestes. Et cela dans tous les domaines de la vie. Donc, de ce point de vue-là, la halakha est quelque chose d'indispensable. Est-ce que pour autant, suivre la halakha serait synonyme d'enfermement absolu, de vivre en ghetto, de rigorisme, ce genre de choses? Pas forcément. C'est là où il y aura une différence entre massorti et orthodoxe. Maintenant, est-ce que
il faudrait perdre cet aspect rigoureux, vous voyez, cette volonté de discipline personnelle, et ne pas se poser la question, y compris sur des choses qui peuvent paraître des points de détail, eh bien, moi je prône comme ma sortie que oui, il faut le faire, et là j'aurai une différence avec une vision libérale beaucoup plus souple, bien évidemment.